Salut, j'espère que tu vas très bien. J'ouvre aujourd'hui la série intitulée Expression de ma vérité. Et ce premier épisode va être consacré à l'impact de la médiumnité sur les relations ainsi que le vote proposé sur Instagram l'a exprimé. Donc, voilà. Vous exprimez ce vote et moi du coup je vais exprimer ma vérité et je vais te dire juste en guise d'introduction pourquoi cette série va s'intitule Expression de ma vérité. Tout simplement parce que je suis intimement convaincue qu'il y a mille et une façons de vivre sa médiumnité. Il y a autant de façons de vivre sa médiumnité qu'il y a de médiums sur Terre et comme à mon sens tout le monde a ce potentiel médiumnique-là, eh bien voilà, il y a autant de manières de le vivre que d'êtres humains sur Terre. Donc voilà, cette série n'a pas valeur d'exactitude ni d'ultra-réalisme. C'est un partage que je te propose où peut-être tu te retrouveras toi aussi. Ou peut-être que pas du tout. Donc l'avenir nous le dira. Avant de commencer, l'un ou l'une d'entre vous m'a demandé à être intégré sur le groupe WhatsApp. Malheureusement, tu as laissé ce message sur le serveur directement du podcast et je n'ai pas la possibilité de récupérer ni ton numéro de téléphone en entier, ni la possibilité de te répondre par ce même canal-là. Donc, si tu entends le message ici, n'hésite pas à aller sur Insta, à aller farfouiller sur Google, Virginie dans le Flow. J'ai un site qui est hébergé par Wix et tu trouveras ici mes coordonnées téléphoniques où tu pourras me donner à ton tour tes coordonnées pour que je puisse t'intégrer à ce joli petit groupe là qui est hyper sympa, quoi. Vraiment hyper sympa. Donc, la thématique. Quel est l'impact de la médiumnité sur les relations ? Évidemment, je me suis du coup attachée en partie à ma propre expérience et puis à ce que j'en comprends et ma façon de l'analyser. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même essayer d'y voir clair dans tout ça. On va pas se mentir, la révélation médiumnique, je la mets entre guillemets parce que finalement, c'est pas vraiment... Enfin, comment dire ? Si, c'est une révélation médiumnique, mais quand je fais un peu le flashback de mes années d'enfance, c'était déjà bien présent. Après, je n'en avais pas conscience. C'est ça quand même la grande différence. Mais voilà, cette révélation médiumnique, cette prise de conscience de cette capacité de communication a profondément bouleversé ma vie en plusieurs points. Ça a changé toute ma perception du monde. Ça a complètement modifié mon regard sur les événements et extérieurs et intérieurs que chacun d'entre nous vivons, à commencer par les miens, bien entendu. Donc, il va sans dire qu'il y a tout un chapelet de conséquences dans la manière dont je rentre en contact avec les gens et dans la manière dont les relations peuvent ou non m'impacter et sur la manière dont je vais rentrer en lien avec les gens. Alors, en première intention, j'ai envie de te dire que j'ai quand même la tendance, et ça depuis toujours, à voir au-delà de ce que les gens veulent montrer, mais plutôt aller voir leur potentiel. Dans cette vision en fait du potentiel, je vois aussi du coup ce que les gens en font. Et tu sais qu'il y a des expressions de ces potentiels-là, comme un équilibre de polarité. Quelqu'un qui est hyper fort en communication peut choisir de s'orienter, par exemple, vers des dynamiques de partage ou s'orienter vers des dynamiques de rétention et pour ensuite exercer des pouvoirs de manipulation. Donc on n'est pas dans le monde des bisounours. Voir les potentiels des autres, ce n'est pas nécessairement... voir que le meilleur parce j'arrive aussi du coup à distinguer finalement sur quel code les gens évoluent et sur quel code ils s'appuient. J'arrive à le distinguer quand je me pose la question, ce qui n'est pas toujours le cas de temps en temps et pour mon bien-être mental aussi, sinon il y aurait beaucoup trop de questions dans la cabessa, je ne vais pas me poser la question. Je vais réserver ça à des situations qui m'interpellent. Mais sinon, je passe assez rapidement. Et puis, il y a quand même aussi quelque chose qui joue, c'est que quand je suis en train de réaliser une connexion médiumnique, je n'ai pas beaucoup de temps de mémorisation
sur ce que je dis. Je vais m'en souvenir correctement, peut-être, et encore que 24 heures, 48 heures après. Mais assez vite, finalement, le souvenir s'estompe. Alors, quand on me repose le contexte, oui, je vais pouvoir refaire le fil. Je vais me remettre sur la vibration et je vais pouvoir retracer un peu le fil médiumnique et reproposer une lecture aux gens. S'il y a un point qui leur a pas été clair, je vais pouvoir approfondir. Mais par contre, comme je le dis à chaque fois, il faut m'en servir la soupe, hein. Il faut me réemmener sur mon propre cheminement, pour que je puisse à nouveau me connecter correctement sur les mêmes modalités que j'avais expérimentées précédemment. On va commencer avec un sujet qui t'intéresse certainement particulièrement, le sujet des relations finalement les plus proches que nous pouvons avoir autour de nous. Les relations intimes, qu'elles soient les relations de grande amitié, hein, voire de sororité, et les relations amoureuses. Alors, ce qui n'est pas évident, mais peut-être aujourd'hui plus pour ceux qui sont en face de moi que pour moi, c'est ce sentiment de transparence forcée. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, je vais sentir, percevoir, capter, même si je n'ai pas envie, parce qu'à partir du moment où ces gens sont entrés dans mon cœur, eh bien le lien est là. Même des gens avec lesquels je peux être en silence, en rupture de contact, je vais, sans le vouloir, sentir certaines impulsions émotionnelles qu'ils peuvent traverser. Alors, pour les gens avec qui tout va bien dans l'espace relationnel, tout va bien, tout va bien, quoi. Pas de questions à se poser, je sais ce qu'il en est. Je suis en revanche très discrète. Je ne vais pas du tout aller poser de questions sur ce que je ressens. Je laisse les autres venir à moi s'ils le souhaitent. Je ne vais pas chercher à en savoir plus, ni dans le tangible, ni dans l'intangible. Ça fait partie de l'éthique que je me donne pour que ces relations soient viables. C'est que je ne vais pas au contact de l'énergie de l'autre sans y être autorisée. Ça, c'est... j'ai eu de la chance, je pense, d'avoir fait l'expérience en sens inverse sur les premiers mois de cette ouverture médiumnique, où une de mes amies, qui m'a par ailleurs beaucoup aidée à ce moment-là, parce qu'elle avait un sacré bagage culturel d'avance sur moi à cette époque, je l'ai senti un soir énergétiquement venir à mon contact. On avait eu une différence de point de vue. J'avais vu que ça l'avait beaucoup contrariée que je ne sois pas d'accord avec elle, et j'avais éprouvé le besoin de prendre du recul pendant quelque temps. Et pendant cette prise de recul, je me rappelle très bien, j'étais dans la salle de bain en train de me brosser les dents avant d'aller me coucher, et je l'ai senti énergétiquement venir à mon contact. J'ai trouvé ça extrêmement désagréable, extrêmement intrusif, et on a pu en parler dans les jours qui ont suivi, et donc je lui ai demandé de ne plus jamais le faire. Ce qui fait que d'avoir vécu cette expérience pas agréable du tout m'a permis d'être particulièrement attentive à ça dans mes relations. C'est-à-dire que, voilà, aller intruser, aller poser la question, aller essayer de forcer la connexion d'un champ vibratoire pour avoir des réponses, ça fait partie des choses que, clairement, je me l'interdis, quelle que soit la personne en face de moi. Quelles que soient les motivations que je peux avoir, quel que soit mon état émotionnel, hein. Je pense notamment aux relations amoureuses, quand on sent que ça peut partir en cacahuète, et ça peut être très tentant d'aller faire un petit check, et je me l'interdis formellement, parce que voilà, je sais l'effet que ça fait de l'autre côté, et puis comme on dit, bien mal acquis ne profite jamais. Ce ne sont pas des informations qui peuvent m'être utiles. Donc ça, c'est vraiment dans mon éthique relationnelle quelque chose d'important. L'inverse, du coup, est vrai. Et là, je vais parler des personnes qui sont peut-être un peu moins connectées que moi dans mon entourage très très proche. Je sens quand on vient me chercher, quand on vient se poser des questions à mon encontre, je le sens aussi, ou même quand on est contrarié après quelque chose que j'ai pu dire ou faire, je le sens également.
je fais le choix par rapport à ces ressentis-là de les laisser à distance. Parce qu'on est tous traversés par des mouvements, on dit oh là là, mais mon Dieu, mais un tel ou une telle, voilà, mais il me gonfle. Ça fait partie de la vie, ça fait partie des espaces émotionnels qu'on peut rencontrer dans nos relations. Et ce n'est pas nécessairement signifiant de difficultés à venir dans la relation en elle-même. Donc je prends le parti de laisser ça. Bon, souvent c'est des moments où je me mets un peu en recul parce que pour le coup, faire comme si j'avais pas ressenti, c'est pas possible. Mais je me mets un peu en recul, puis j'attends que ça passe. Et ça passe. Et après, on reprend là où on en était. On débriefe éventuellement sur la contrariété dont j'ai pu être la source pour remettre un peu les pendules à zéro. Mais c'est important, à mon sens, en tout cas, dans les relations que j'entretiens avec ceux qui font vraiment partie de mon cercle très très proche, d'avoir cette possibilité de débriefer dans le tangible à un moment donné et de ne pas uniquement rester sur des perceptions énergétiques et sensorielles désincarnées. Donc j'aime bien, moi, revenir un peu sur les petits accros qui peuvent exister dans l'espace relationnel. Dans cette garde rapprochée, là, dans ce cercle intime, moi j'ai vraiment besoin d'avoir des gens qui soient vraiment très cohérents. J'ai besoin de cette cohérence en face de moi. Si je sens qu'il y a des zones d'incohérence, je vais avoir tendance à me fermer en fait très très vite, à me reculer du regard, à disparaître du regard des autres, parce que l'incohérence est très compliquée à accepter pour moi. Autre chose qui peut être aussi très compliquée dans ces relations très proches, c'est quand, par exemple, il arrive quelque chose de positif ou de négatif, peu importe, à l'un de mes très proches, et que je sens que l'interprétation qui en est faite en face n'est pas forcément la bonne. Quand je sens que l'option qui est en train de se poser et va pas être si intéressante que ça, c'est dur de temps en temps de rester silencieuse et de pas aller dire ce que moi j'en pense. J'ai du mal un peu à fermer ma bouche parfois, mais je le fais quand même de mieux en mieux. Le fait d'avoir comme la perception d'un coup d'avance et de savoir où est-ce que va la situation, où est-ce que va la personne, parce que malgré moi, je sais à quel endroit aller de son chemin, et ne pas être dans ou l'avertissement, ou le conseil, ou l'information. C'est quelque chose que j'ai appris à faire au fil du temps, mais qui de temps en temps réapparaît un petit peu. Alors, tu pourrais me dire, oui, c'est quand même pas très grave, etc. Oui, sauf que mon rythme n'est pas forcément le rythme de mes proches. Et que, tu le sais, tout comme moi, les expériences de vie que nous traversons, même si elles ne se passent pas comme on a envie, elles sont constitutives de notre avancée sur nos cheminements personnels et individuels. Donc, bon, laissons faire et voilà, et je me contente en fait juste de répondre aux questions que l'on me pose. Et ça, c'est une autre règle de base, c'est que je ne réponds pas aux questions qu'on ne m'a pas posées et je n'aide pas si on ne m'a pas demandé. Ça veut dire que dans tout ce que j'ai l'occasion de faire, y compris des soins énergétiques que je peux ouvrir de temps en temps, je n'y vais, alors parfois je propose, mais je ne fais jamais rien dans la méconnaissance de l'autre. C'est pour moi vraiment une règle de fonctionnement, d'intégrité. Si je fais quelque chose, c'est que l'autre est d'accord et que l'autre est au courant. Si je dois parler de quelque chose, donner un conseil ou formuler une information ou un warning, c'est parce qu'on me l'a demandé. Mais je ne prends plus les devants, je l'ai fait pendant pas mal de temps, je ne prends plus les devants. Donc ça fait partie des choses qui m'ont aussi permis de mieux gérer en fait l'espace relationnel avec mes proches et mes soutiens du quotidien. Côté famille et enfants, donc qu'est-ce que ça a changé, cette révélation de la médiumnité ? Avec ma famille de souche, ça a énormément changé de choses parce que
ben voilà, hein, on grandit, on est tous dans des espaces familiaux qui correspondent aux besoins de l'expérience de notre âme. Donc voilà, tout le monde a son petit lot de dysfonctionnement, d'inexactitude, de traumas qui traînent par ici. Bon, moi, ça a été quand même... déjà, je me suis posé beaucoup... pendant longtemps, en fait, la question d'en parler ou pas, d'expliquer ce que je vivais. Et je m'étais mis, en fait, des déclencheurs assez nets. C'est-à-dire que je savais à quel moment je pourrais en parler, à quel moment il faudrait que j'en parle, parce que j'avais, dans le même temps, des messages à transmettre. Il se trouve que le jour où j'ai passé ce que moi j'appelle des conventions, en fait, je passe des conventions avec moi-même et que je me suis dit, bah, tiens, si on me parle de ça et de ça, je peux y aller. Il se trouve que le jour même, le matin même où j'ai établi cette convention, ces points sont arrivés. Donc voilà, tous mes indicateurs de feu vert sont arrivés. Bon, c'est pas pour ça que tout s'est bien passé, bien au contraire. Bien au contraire. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, le champ concerné est trop large et ce n'est pas forcément des choses très agréables que j'aurais à transmettre ici. Mais je me suis retrouvée dans des nécessités de prise de distance parce que dans ces voiles qui se lèvent soudainement, on va quand même au cœur aussi des problématiques qui animent les gens. Et avoir comme ça cette vision très claire, même si je m'en suis défendue pendant très longtemps, de la dynamique qui animait mon collectif Famille de Souche, forcément, il y a des prises de conscience derrière qui m'ont amené à prendre des décisions compliquées à prendre et en même temps salvatrices. Côté de mes enfants à moi, alors bon, évidemment, ils ont, comme je le dis aussi, un peu les doigts dans la prise, chacun à sa manière. Ils n'ont pas du tout la même façon de rentrer en contact avec leur sensibilité, pas du tout la même dynamique d'expression de ce qu'ils reçoivent et de ce qu'ils captent. Alors ils voient beaucoup de choses, ils voient des personnes du passé, ils sont très marqués côté pressentiment, côté intuition, qui se révèlent juste à chaque fois. Évidemment, dans mon lien à eux, je vois aussi quand il y a un truc qui coince. Mais de la même manière, je pose des questions. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu veux parler? Est-ce que je peux t'aider à quelque chose? Est-ce que tu es en forme en ce moment? Etc. Mais s'ils font le choix, en dépit de leur jeune âge, enfin bon, ça va, plus ils grandissent quand même, hein, mais en dépit de leur jeune âge, s'ils font le choix de ne pas se confier à moi ou de ne pas me parler de ça, je respecte complètement les choses. En revanche, il y a quelque chose que je fais avec eux qui pose plus sur les petits actes du quotidien, etc., c'est que je leur pose des questions. C'est-à-dire que je sais quand il va manquer des affaires dans un cartable ou dans un sac de sport. C'est malgré moi, je sais que ça va faire défaut. Et je ne dis pas directement tu n'aurais pas oublié ça, est-ce que tu es sûr que tu as bien fait ton sac? Il te manque pas ça. C'est que je me contente de leur poser la question, est-ce que tu as bien fait ton cartable? Est-ce que tu as bien fait ton sac de sport? Et donc 9 fois sur 10, parce qu'on est quand même dans de l'adolescence, là, 14 et 12 ans, oui, mais bien sûr, hein. Mais moi je sais que c'est pas le cas. Et je me permets juste d'insister un petit peu en disant, tu es sûr de toi, que tu as bien fait ton cartable, qu'il ne te manque rien. Et dans ces moments-là, alors ça commence à réagir de plus en plus du coup de leur côté. Ils savent que ma question elle est pas anodine. Ils savent que il y a quelque chose que j'ai capté de je ne sais même pas où moi-même, hein, et que ma question elle est pas là pour les enquiquiner, elle est là surtout pour leur éviter une déconvenue. Alors dans leur grand moment de sagesse que nous connaissons tous, bien ils reprennent le contenu du sac en question pour rester sur cet exemple-là, et ils vont du coup compléter la carence comme ça mise en évidence. Et puis dans les moments d'agacement où ma mère me saoule, eh bien ils vont me dire oui c'est bon, etc. Puis on va se retrouver à arriver à l'entraînement de foot sans les crampons par exemple. Ou en cours sans le matériel adéquat. Voilà, mais ça fait partie aussi de leur expérience. Et puis, je laisse les choses ainsi, quoi.
Donc, plus, voilà, ils le vivent, eux, je sais pas, en même temps, ça serait eux les mieux placés pour savoir, mais ils sont pas trop dans le mysticisme, et j'ai l'impression qu'ils abordent les choses plutôt simplement, mais ça vaudrait le coup que je fasse un podcast avec eux à l'occasion. Je leur poserai la question. Et si ça t'intéresse, écoute, fais-moi signe. Le côté cercle un peu plus éloigné, donc côté copinage, amitié un peu plus lointaine, communauté. Il est évident que lorsque j'ai eu ces révélations médiumniques, ça a beaucoup bougé autour de moi. Il y a eu des éloignements qui, je pense, étaient complètement indispensables. J'ai très vite ressenti en fait les zones de jugement, de doute, de scepticisme et même les questions qui pouvaient se poser autour de ma santé mentale, en sachant que moi-même quand même je m'en suis posée, hein, et je suis allée consulter des professionnels pour y voir aussi plus clair, hein, même si il n'y avait pas pour moi d'état de souffrance, hein, qui constitue quand même le préalable à une maladie, c'est qu'il y ait un état de souffrance. Pour moi ce n'était pas le cas, mais cette hyper conscience soudaine m'a posé quand même pas mal de questions. Puis au fur et à mesure du temps où j'ai pu en fait confirmer ce que je pressentais, valider ce que j'avais comme preview, cette question m'a quittée et je me suis retrouvée plus apaisée par rapport à ça. Ceci étant, je t'en parlerai un petit peu plus loin, mais je fais quand même attention à une certaine hygiène morale et émotionnelle. Donc évidemment, les gens que je fréquentais, enfin évidemment, non, c'est peut-être pas évident, mais les gens que je fréquentais avant la révélation médiumnique et maintenant, ce ne sont plus les mêmes. Tout mon cercle social s'est modifié de façon, somme toute, quand je regarde, un petit peu rapide. En moins d'1 an, je pense que les précédentes amitiés que j'avais n'ont plus tenu. Déjà parce que compliqué pour moi de rester face aux histoires que tout un chacun se raconte. C'est sans jugement, hein, mais les conversations non authentiques n'ont pas d'intérêt pour moi, en fait. Je pourrais le dire comme ça. J'ai beaucoup de mal à rester sur des approches superficielles. J'y arrive un peu mieux aujourd'hui, mais honnêtement, ça me saoule, en fait. Enfin, franchement, ça me fatigue plus que les connexions médiumniques, hein. Il faut être clair là-dessus. Et que bien souvent, voilà, le cercle social dans lequel j'étais précédemment, non pas qu'il y ait cette superficialité, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais le faire semblant sur des questions qui n'étaient plus du tout mes préoccupations, ça m'était trop compliqué. Et en même temps, respect total sur ce qui pouvait les animer eux, mais juste comme une accroche qui s'est délitée, quoi. Donc beaucoup de ces relations se sont éteintes de cette façon-là, et d'autres se sont éteintes parce que je recevais trop de jugements et trop de questionnements, et que j'avais déjà bien trop à faire finalement avec moi-même pour pouvoir recevoir aussi ces informations, ces questions qui me faisaient plutôt patiner qu'autre chose, quoi. Donc c'est vraiment des directions différentes qui se sont prises. Et dans le monde professionnel, parce que voilà, j'étais encore en train de travailler sur mes précédents postes à ce moment-là, une levée des voiles sur les stratégies qui sont proposées par mes interlocuteurs professionnels. Et ça n'a pas été joli, quoi. Donc tout d'un coup, une clarté, une compréhension, une mise peut-être en avant des contrastes entre ce qui me semblait être initialement des accroches sincères avec les gens, tout d'un coup de comprendre qu'en fait il y a une dynamique, il y a une volonté en sous-jacent
comme on peut trouver dans tout espace professionnel, hein, mais qui répond à des stratégies d'objectifs. Je me suis trouvée en confrontation de plus en plus souvent avec ce qui manquait d'intégrité, ce qui n'était pas en respect et en accord avec moi, mes critères et mes visions de l'humanité. Donc à un moment ou à un autre, prendre la porte n'a été que la seule option. Et puis, pour être tout à fait sincère, l'univers me l'a fait comprendre aussi, hein. C'est-à-dire que mon quotidien professionnel est devenu de plus en plus compliqué dans le même temps. Et sagement, il n'y avait pas d'autre chose à faire que d'aller ailleurs. Je pense que j'avais fait mon temps dans cette expérience-là, de laquelle je garde par ailleurs de très très bons souvenirs, même si les 2-3 dernières années ont été particulièrement tendues quand même, hein. Mais ça fait partie du chemin, quelque part, de dépouillement et de transition que j'ai vécu à travers ces révélations médiumniques. Alors, quels sont les écueils et puis les bénédictions? Parce que moi, je vis ça aujourd'hui vraiment comme une grâce, hein, sur le plan de ma vie globalement. Et dans la dynamique relationnelle, les écueils, les complexités, c'est de parfois ressentir trop fort le champ émotionnel qui anime mes proches, ou même, pas forcément mes proches dans mon espace d'intimité, de partage, mais parfois aussi les gens qui sont proches de moi physiquement. Je me rappelle très bien avoir pris l'avion quelques années aux côtés d'une femme qui était complètement effrayée, qui vraiment était dans une expression phobique, hein, de la prise d'avion. Et je me suis retrouvée à porter sa peur et à pleurer toutes les larmes de mon corps. Bon, là, c'était quand même assez limpide que j'étais en train de connecter à son émotionnel à elle. Mais ça fait partie des événements marquants pour moi, parce que j'ai bien mis, après l'atterrissage, facilement une demi-journée à me débarrasser de cette contamination émotionnelle. Côté cercle proche, même à distance, même dans des moments où la relation est moins fluide, même dans des moments où la communication est biaisée, parce que ça peut arriver comme dans tout type de relation, eh bien, je vais sentir le champ émotionnel que porte l'autre. Je peux me retrouver, envahie par un vécu, une humeur qui n'est pas la mienne. Et ça peut me demander quelque temps avant de discerner d'où ça vient. Alors j'ai comme ça 2-3 petites astuces que je me suis équipée gentiment, dont je me suis équipée gentiment dans le temps. La première chose que je regarde en général, c'est le placement lunaire, si je ne l'ai pas checké en début de journée, ce que j'ai quand même l'habitude de faire, parce qu'il y a des aspects lunaires auxquels je suis particulièrement sensible. Alors fort heureusement, la lune bouge vite, donc souvent c'est l'histoire de quelques heures. Et si les aspects lunaires ne me manifestent pas de choses particulières, eh bien je mentalise un petit peu ma journée ou les précédentes minutes avant ce changement d'état d'esprit que je sens s'immiscer en moi. Et si je ne trouve pas dans mon expérience de vie à l'instant T d'accroche explicative de cette modification émotionnelle, je sais à présent que ce n'est pas à moi que ça appartient. Alors dans le temps, avec les gens que je connais vraiment très très bien, j'arrive aussi à les replacer et à me dire, tiens, ça c'est un tel qui se trouve un peu en difficulté. Je replace l'espace émotionnel à l'endroit qui va bien, et j'arrive à reprendre une direction de ma journée sans être plus troublée que ça. Mais tout ceci, c'est vraiment un apprentissage et de la réflexion derrière, et de l'analyse aussi, pour savoir comment je peux faire pour me rendre plus étanche à certains moments. Sur les bénéfices, c'est quelque chose de particulier que de cette mise au service, parce que je le vis comme ça, cette mise au service de ma médiumnité pour ceux qui voudront recevoir les messages que je transmets, dont notamment par exemple sur le groupe WhatsApp, où là j'ai fait des partages un peu particuliers d'événements
remarquables qui se sont produits il y a quelques jours chez moi, alors que j'étais en entretien de coaching en même temps avec une jeune femme que j'accompagne depuis déjà quelques mois. Événement, je vais même le présenter comme ça, surnaturel, qui a eu la chance d'être filmé. Donc voilà, je vais aller un peu plus loin sur ces petits groupes-là. Quand même, je suis très très animée par la dimension de partager. Et je sais que ce que je dis sera reçu par ceux qui ont besoin de l'entendre. Je ne sais pas comment l'exprimer de façon plus claire. Évidemment, j'aime bien quand mes audios remportent leur petit succès, mais j'ai pas d'enjeu en fait d'audience. C'est-à-dire que dès le départ, et c'est quand même depuis 2019 que j'ai commencé cet exercice-là, dès le départ, pour pas aussi me prendre d'informations émotionnelles compliquées à gérer, je me suis dit que peu importe où arrivait ce que j'étais en train d'émettre, la confiance, j'ai confiance dans le fait que ça arrivera au bon endroit et dans les bonnes oreilles. Donc parfois il y a beaucoup de paires de bonnes oreilles, parfois il y a peu de paires de bonnes oreilles, et en fait c'est complètement ok pour moi. J'ai pas de stress en fait par rapport à ça, et j'en ai d'ailleurs même de moins en moins, et ce qui prévaut, c'est vraiment l'idée de pouvoir faire suivre certaines informations, certaines compréhensions, certaines canalisations que je reçois, parce que je sais qu'à un endroit ou à un autre, ça va être utile et ça va permettre à quelqu'un de peut-être se sortir d'une ornière, y voir plus loin. Donc ça, dans mon idée d'être au service, entre guillemets, d'une humanité, de quelques personnes, qu'elles soient anonymes ou connues, ça fait partie des choses qui sont importantes dans mon espace relationnel aussi. Cette idée de pouvoir me mettre cette médiumnité au service de mes proches, s'ils en éprouvent le besoin, ça me fait vibrer. Et je suis attentive de ce fait à leurs demandes. Alors évidemment, hein, j'en parle en sous-jacent pendant toute la durée de cet audio-là, mais oui, il y a une hygiène, oui, il y a une éthique. Clairement, j'ai de grands besoins de solitude, de façon à me connecter correctement à moi. J'ai un grand besoin d'être en contact avec la nature, avec les animaux. J'ai vécu certains temps comme des temps de solitude initiatique, mais une solitude choisie. Bon, le choix d'aller vivre sur l'île d'Aix pendant 3 ans avec assez peu de contacts humains pendant toute une grande partie de la saison, enfin de l'année, pardon. Ça fait partie des transitions de vie qui m'ont fait vraiment beaucoup de bien. Aujourd'hui, j'ai une alchimie un petit peu différente dans mon rapport au monde. Ça ne me pose plus de difficulté de me rendre dans des zones urbaines, alors que au démarrage, il m'a fallu quand même quitter la ville. Donc c'était plus compliqué. Aujourd'hui, j'ai plus d'étanchéité. Je sens que voilà, j'ai plus de discernement aussi, de capacité analytique. Donc je prends beaucoup de plaisir maintenant à revenir à Bordeaux pour faire notamment les apéros papotes ou d'autres propositions qu'on peut soumettre comme ça avec Isabelle. Par contre, je suis très contente de rentrer chez moi aussi. Et l'un de mes premiers gestes quand je rentre chez moi, c'est de commencer par faire le tour de ma forêt, aller auprès du ruisseau, checker mes animaux, me remettre comme ça un peu dans un bain de contact avec les éléments essentiels pour reprendre une connexion à moi plus sereine quand même. Les nombreuses stimulations en fait qu'on a dans l'environnement urbain, le bruit, les lumières, tous ces mouvements partout ont quand même tendance à me fatiguer particulièrement. Donc il y a des choses que j'évite de faire, comme les séjours parisiens. Pour moi, c'est une vraie tannée. Bordeaux, ça va parce que je connais cette ville par cœur et que du coup, je suis pas dépaysée quand j'y vais. Mais franchement, quand je dois aller sur Paris, c'est pas du tout une partie de plaisir pour moi, quoi.
Même s'il y a des gens que j'aime bien et qui me sont chers, qui y habitent. Non, c'est pas du tout une partie de plaisir pour moi. Donc ça fait partie, ça, des codes d'hygiène et d'éthique. D'autres choses aussi, parce qu'on continue à apprendre tous les jours, hein, mais j'ai fait une expérience l'année dernière qui m'a aussi servi de leçon. J'ai commencé la danse l'année dernière et puis pour les répétitions du spectacle, on s'est trouvés en très grand groupe, hein, on était 120 dans une même salle pour faire la répétition de la chorégraphie et j'avais pas du tout anticipé tout ce que ça pouvait provoquer en moi. Et les 2 premières séances de répétition ont juste été horribles, avec des émotions qui me traversaient, une difficulté à tenir émotionnellement le choc, hein, vraiment, danser en pleurant. Alors heureusement, comme je suis pas bonne, j'étais dans le fond. Donc, peu de personnes ont eu l'occasion d'être du coup contaminées par mon expression visuelle de mon émotion. Mais ouais, c'était chaud, quoi. C'était chaud. Bon, cette année, je me prépare et je sais que ces moments-là, eh bien, il va certainement falloir que je booste avec encore plus de solidité ma connexion à moi, mes espaces d'apaisement et voilà, toutes ces choses que je fais au quotidien pour conserver mon équilibre. Autre chose qui fait partie aussi de mon hygiène de vie, l'écriture introspective, qui est, si c'est pas quotidienne, quasi quotidienne, qui me permet quand même d'aller poser des éléments de suivi de mon état émotionnel au fur et à mesure et de pouvoir ajuster justement ce que je vais pouvoir mettre en place pour ou me protéger ou m'ouvrir davantage quand je sens que je manifeste aussi certaines résistances dans mon champ relationnel. En fait, c'est pas nécessairement simple d'être en contact étroit avec les gens pour moi. J'ai pas une très grande tolérance quand je sens que voilà, il y a des zones de trahison. Quand on ne tient pas sa parole, je suis assez radicale en fait. Du coup, je pense que ça fait de moi une amie exigeante. Mais en même temps, cette exigence, même si j'essaie de l'arrondir autant que faire se peut, elle a aussi du sens pour moi, parce que les relations ont un impact direct en fait sur ma façon de ressentir les choses et de ressentir l'espace qui m'entoure. Et au contact de certaines personnes, je peux me retrouver à complètement me fermer, me rendre complètement étanche et du coup avec le comportement qui en découle, hein, donc fermer mon ouverture d'esprit et ne pas ouvrir la porte. Alors l'écriture introspective m'aide beaucoup pour débriefer ces moments-là, pour clarifier les choses, pour me permettre aussi de me renforcer du coup émotionnellement, clarifier mon raisonnement, clarifier ma place et ne pas sombrer dans ces extrêmes de positionnement qu'on peut lire parfois, hein, ou comprendre, monde des bisounours, cette absolue nécessité d'accepter tout le monde parce que voilà, on a cette capacité-là. Je suis pas du tout en phase avec ça. Si j'éprouve le besoin de mettre à distance certaines personnes, je les mets à distance. Je sais maintenant que quand j'ai une perception particulière, et c'est pas de l'autodétermination, mais je sais que voilà, elle a des raisons d'être. Pendant longtemps, j'ai lutté avec ça sous un prétexte un peu obscur de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai et certains et je pense que plein d'autres personnes extrêmement sensibles ont déjà fait cette expérience-là. Certains s'approchent de nous avec des intentions assez peu honorables, en tout cas qui ne correspondent pas, moi, à mon éthique personnelle, et je suis relativement implacable par rapport à ces approches-là que je peux ressentir. Je ne négocie plus. Bon, pendant longtemps, j'ai négocié, mais je ne négocie plus. Ça ne veut pas dire que mes postures sont définitives, mais tout le temps où je sens que c'est nécessaire,
Je tiens et j'assume mes postures. Et je suis capable de les argumenter, mais c'est assez rare qu'on vienne me demander de les expliquer, parce que justement, cette disparition des voiles, finalement, ne laisse place à aucune ambiguïté, et les gens qui disparaissent de mon cercle relationnel pour ces raisons-là, hein, et heureusement, c'est pas beaucoup non plus, savent pertinemment pourquoi. Voilà. Quoi d'autre? Si, un truc super important sur les communications, et ça sera là le dernier point. Quand je tarde à répondre à quelqu'un, quel que soit le degré en fait de présence de la personne au sein de mon cercle, quand je tarde à répondre à quelqu'un et que cette personne-là manifeste de l'impatience, en fait je le sens, quoi. Je le sens, et ça a un effet paradoxal chez moi, c'est que plus je sens cette impatience, moins j'arrive à répondre. Ça me bloque en fait. C'est comme si je sentais une trop grande attente derrière, et qui a tendance à me tétaniser, et je vais procrastiner sans le vouloir, hein, autour de la réponse à donner. Ça me demande beaucoup d'efforts, de recentrage pour avoir cette capacité à donner une réponse, quelle que soit la demande, hein. Que ce soit une demande de rendez-vous, une demande plus précise ou quoi que ce soit. Si je sens qu'il y a une grande attente derrière, moi ça a tendance vraiment à me bloquer. Et autre chose qui a tendance à me bloquer aussi beaucoup, et que je n'aime pas du tout, mais ça n'arrive pas, ça, dans mon cercle privé, c'est les personnes qui vont arriver vers moi en mode testeur, quoi. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas du tout. Moi, je pars dans un postulat de confiance. Je mets beaucoup d'énergie pour donner des informations fiables, claires, et qui peuvent être réinvesties sous une bonne dynamique et une bonne énergie. Et quand je sens cette dynamique de test, en fait, qui arrive derrière moi, j'ai l'impression comme d'un gâchis, en fait, de l'énergie que je suis en train de déployer. Ma réponse, ça serait, bon, écoute, soit tu as une question sincère, et à ce moment-là, on y va, et je mets toute la dynamique énergétique dont je dispose à ton service pour répondre à ta question. Mais si tu veux venir tester, moi, ça m'intéresse pas, en fait. Je vais pas mettre de l'énergie en face d'un test. Pour moi, c'est pas OK. C'est pas de la prétention. C'est que ça n'a pas de sens. Ou tu es là pour une bonne raison, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui t'anime, et à ce moment-là, vraiment, je me mets à ton service, et j'écoute, et je reçois, et j'avance avec toi sur ce qui me parvient comme information. Soit tu veux jouer quelque part, et moi, en fait, je joue pas là. Je joue pas, et je suis sérieuse dans ce que je fais. Ça me demande du sérieux, du coup, au quotidien, dans mon éthique, dans mon hygiène, etc. Du sérieux dans le maintien de mon équilibre. Et du coup, non, voilà. Bon, après, je suis pas très joueuse non plus, hein. Capricorn style, inside. Du coup, voilà. Eh bien voilà, évidemment, je ne t'ai pas tout dit, mais j'aurai certainement l'occasion d'y revenir. Si je te fais juste une aparté, il y a des codes astrologiques qui sont particulièrement porteurs de capacités médiumniques, mais ce n'est pas parce qu'on dispose des codes qu'on est forcément dans l'expression de ça. Il faut le savoir aussi. Et autre chose aussi que je voulais rajouter, c'est que dans mon parcours d'ouverture et de révélation médiumnique, mon chemin de légitimité, il est long. Il est long, il est fait, il est constitué mais de jours et de jours et de jours et de jours d'études, à me plonger dans des textes ésotériques, dans des écrits anciens, à aller poser des questions à des gens plus équipés que moi, plus en avance sur leur chemin que moi, à aller checker, à aller me tester moi-même sur des choses mais hyper tangibles, pour pouvoir m'assumer comme étant médium. Et quand je dis qu'il est long, c'est que quand même dans les faits, il prend pas loin de 10 ans. Et aujourd'hui, dans mon éthique et dans mon hygiène du quotidien, il ne se passe pas une journée sans que j'étudie. Et j'ai globalement un minimum d'1 heure par jour, tous les jours, qui est consacré à un sujet que je vais étudier.
Ça me semble important. Enfin, en tout cas, j'aime ça et ça contribue aussi, je pense, à rendre mon propos pertinent et réutilisable. Enfin, il me semble. C'est pas une vie d'ascète, hein. J'aime faire la fête, j'aime rencontrer mes amis, j'aime rigoler comme une baleine, j'aime faire un bon repas avec un bon vin, j'aime vraiment tout ça. Et je sais de lui donner du temps à ce tout ça là, même si mes conditions de vie et l'intensité de ce que j'ai à faire au quotidien me met souvent, voilà, je trouve que ça fait bien longtemps là que ça ne m'est pas arrivé. Du coup, je vais appeler mon trio magique incessamment sous peu pour qu'on puisse se faire une petite sortie bien sympa. Mais voilà, ça fait partie aussi des choses qui me permettent mon équilibre, d'évoluer avec ces très proches, ces amis très chers à mon cœur qui me laissent être en fait. Qui me laisse être et qui me laisse vivre et dont je sens la pureté du lien à chaque instant. Voilà. C'est important, un partage sans phare. Et je les aime de tout mon cœur. Bon, évidemment, je ne t'ai pas tout dit sur un sujet aussi touchy que ça. J'ai pas parlé plus loin que ça des relations amoureuses. Je vais en parler. Je pense que ça nécessitera certainement un podcast à part entière. Mais je clôture ici. 46 minutes sur le sujet, c'est déjà énorme. Si t'es arrivé jusqu'ici, je t'en remercie et je t'embrasse bien fort.